messieurs. Merci à vous. Je vous remercie au nom de la Maison de la Culture et je remercie l'Université populaire d'Amiens pour cette riche initiative de cette conférence débat sur la justice restaurative qui précède la projection du film de Jeanne Herry dans le cinéma Orson Welles. Merci. On est encore une fois de ce partenariat qui nous ravit pour la richesse des échanges qui sont déjà produits sur un tout autre thème en début de saison. Et là, la saison se termine avec cet accueil d'une autre séance de l'Université populaire. Juste quelques petites informations pratiques. Il y a une demi-heure de battement a priori entre la fin de la conférence et le film. Il vous faut ressortir de la salle pour acheter vos billets pour le film qui sont à tarif réduit pour les membres de l'Université populaire et les personnes ayant assisté à la conférence. Il suffit de le dire aux personnes en caisse. Et cette petite demi-heure de battement va vous permettre aussi peut-être de grignoter un petit truc ou de boire quelque chose à côté jardin qui est ouvert lui aussi jusqu'à 20h30 pour l'occasion. Voilà. Il me reste simplement à dire pour la Maison de la Culture que le 4 juin à 19h, si vous n'aviez pas eu l'information, nous lançons notre saison anniversaire, la saison des 60 ans de la Maison de la Culture, avec de grands noms, de grands plateaux, de grands événements, beaucoup de partenariats, d'autres partenariats qui se poursuivront et qu'on espère vraiment pouvoir compter sur vous. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site de la Maison de la Culture. Je pense qu'on va faire... J'ai essayé de parler le temps que la musique descende, mais voilà. Ah non. Ça va incessamment sous peu, la musique va s'arrêter, mais peut-être, Monsieur Foreau, vous allez tout de même faire votre introduction en musique, le temps qu'on aille chercher nos collègues là-dessus. Merci encore à vous. C'est bien, avoir un accompagnement. Merci. Merci. Merci d'abord à vous d'être venus ce soir pour cette nouvelle conférence organisée par l'Université populaire. Non, vous m'entendez là? Non. Ah. Voilà, oui, ça va mieux, voilà. Donc je recommence. Eh bien, écoutez, merci d'abord d'être venu pour cette nouvelle rencontre organisée par l'Université populaire. Et bien sûr, je remercierai aussi la Maison de la Culture de nous recevoir dans des conditions très, très agréables. Bien. Voilà, alors cette rencontre de ce soir a donc pour thème, pour titre, bien, la justice restaurative, une voie trop ignorée. Et pour cela, nous avons invité ce soir Madame Héloïse Skelbut, voilà Madame Héloïse Skelbut, bien, qui est coordinatrice de l'antenne nord-est de l'Institut français de la justice restaurative, bien, et Madame Nadia Lezebo, bien, qui est donc bénévole, toujours à l'Institut français pour la justice restaurative. Et exceptionnellement, ce soir, il y a également 3 représentants d'une association régionale, amiénoise, bien, donc également importante, qui est l'association Dialogue 80. Or, lorsqu'il y aura le débat tout à l'heure avec le public, ces 3 représentants de l'association Dialogue 80 viendront ici et pourront se présenter et sans doute aussi participer ainsi au débat. Nous en sommes convenus ainsi. Alors, pourquoi effectivement parler ce soir de la justice restaurative? Bon, d'abord, la première raison, c'est dans le titre d'ailleurs, c'est une voie trop ignorée, alors qu'elle est inscrite, ça il faut le savoir, elle est inscrite dans le cadre de la loi pénale depuis le mois d'août 2014. Je ne me trompe pas, 2014, et cela grâce à l'action de Madame Taubira, qui était à l'époque garde des Sceaux. Bon, alors cette loi d'ailleurs, qui est relative donc c'est une loi qui est relative à l'individualisation de la peine et pour le renforcement de l'efficacité des sanctions pénales. Je crois insister un peu là-dessus, parce que souvent, on a peut-être tendance à croire qu'il y a eu un peu de laxisme, etc., dans l'action qui a été faite par Madame Taubira. Or, il ne s'agit pas du tout de cela, puisqu'il est bien l'efficacité, n'est-ce pas, des sanctions pénales. Nous discuterons de cette efficacité, d'ailleurs ce sera sans doute l'objet du débat. Alors ensuite, bien entendu, il est toujours, quand il s'agit d'une loi, on peut s'interroger sur les intentions du législateur. Bien, alors, très rapidement, dans le cas d'un jugement pénal, le but des juges est bien sûr de rétablir, n'est-ce pas, le droit,
qui a été transgressé. D'ailleurs, ce que fait la justice. Ils le font, bien sûr, ces juges, en sanctionnant eh bien, le coupable. Mais ils laissent un peu souvent les victimes avec effectivement un gros traumatisme. Et précisément, l'un des buts en tout cas, de la justice restaurative, vise d'abord à prendre en considération, la souffrance, n'est-ce pas, de la victime, et pour cela en faisant se rencontrer des victimes et des coupables, pas forcément d'ailleurs, nous le verrons, la victime et son coupable, se rencontrer, et également d'ailleurs se rencontrer des victimes entre elles, voyez bien, et tout ça en sachant que parfois, même très souvent, le coupable n'avait pas tellement conscience, n'est-ce pas, du mal qu'il a pu effectivement faire. Et le but de cette rencontre, donc entre des individus, sont d'abord des individus qui se rencontrent, et d'aller au-delà, c'est de retrouver, n'est-ce pas, le lien social qui a été rompu. Le lien social qui a été rompu, bien sûr, pour la victime qui parfois a la difficulté de retrouver une vie sociale normale, mais également, n'est-ce pas, pour le coupable qui bien sûr, a un problème souvent, et le problème essentiel de la justice, c'est sa réinsertion. Or, voyez bien ici que le but de la justice restaurative, je donne pour mission donc de restaurer ce lien social qui a été rompu. Et c'est bien dans ce sens qu'elle entend compléter, je dis bien compléter, et non pas, bien entendu, se substituer au droit, uniquement compléter effectivement le droit pénal. Bien. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment fait-elle exactement? Je pense que ça va être vous qui allez exposer cela. Bien, et aussi, bien sûr, la question, c'est de savoir si elle est à hauteur de ses ambitions, quels sont les résultats, est-ce qu'elle réussit ou non, bien entendu. Je vais céder la place maintenant, bien entendu, à nos deux invités. Je ne sais pas laquelle souhaite parler en premier. Je vais entamer nos propos. Merci pour votre accueil, votre invitation tout d'abord et votre accueil. Malheureusement, on n'aura pas l'occasion de... Enfin, nous n'avons pas accepté le fait de rester au film et au débat qui s'ensuit parce qu'on vient de Paris et du coup, on va rentrer. On ne sera pas là lors du petit débat ultérieur. Mais néanmoins, du coup, on s'est dit que pour les 2 heures qui précédaient le visionnage... Il marche, hein? Oui, oui. On allait faire un exposé un petit peu théorique pour vous donner du cadre et d'où on parle, etc., pour que vous puissiez vous situer, mais garder un grand temps quand même d'échange, à peu près la moitié du temps, pour vous laisser poser vos questions et peut-être aller plus loin dans les réponses. Et du coup, effectivement, il y aura aussi, a priori, du coup, Dialogue 80 qui viendra nous rejoindre à ce moment-là, donc avant le film. Pour ma part, du coup, je vais vous présenter, avant de vous donner une définition de la justice restaurative, parce que c'est un terme quand même véritablement polysémique, hein, il est défini par beaucoup de courants, il y a beaucoup de courants qui le traversent, beaucoup d'applications différentes selon les territoires où les gens s'en emparent. Donc je vais vous donner après ça une définition pour savoir de quoi on parle et après je vais réduire ma définition, je vais faire un petit peu entonnoir pour savoir de quoi on parle en France, pour que vous puissiez vous situer. Mais avant ça, je vais vous dire d'où je parle. Moi je travaille depuis 2016 dans le secteur de la justice restaurative, même 2015, donc ça veut dire que ça fait quasiment l'histoire de la loi à ma petite échelle. Donc j'ai pu voir vraiment le modeste développement, mais quand même l'essor de la justice restaurative en France. J'ai au début, moi, été animatrice de rencontres condamnées et détenues victimes en milieu ouvert, c'est-à-dire par des auteurs qui sont suivis, par exemple, avec un bracelet électronique ou une surveillance à domicile, et ensuite aussi en milieu fermé, donc c'est-à-dire en détention. J'en ai animé 3 des sessions comme ça, sur des braquages, vol avec violence volontaire, et par ailleurs une autre sur les violences routières. Et ensuite, j'ai été animatrice de médiation restaurative. Tout ça, c'était en Île-de-France. Et suite à ça, du coup, avec cette petite expérience qui était déjà assez riche à ce moment-là, vu que c'était vraiment les tout débuts, 2016-17, j'ai rejoint l'équipe de ce qu'on appelle l'Institut français pour la justice restaurative en 2019.
Donc cet institut, qu'est-ce que c'est? C'est à ce titre-là, hein, vous nous avez invité ici. C'est une association loi 1901 qui a été créée 1 an avant la loi, en 2013, par un professeur de droit et criminologue, Robert Cario, avec son professeur à l'époque, avec son étudiant doctorant à l'époque, Benjamin Sayous, qui est l'actuel directeur. Et effectivement, l'objet à la base de cette association loi 1901, qui s'appelle Institut, c'était de promouvoir cette pratique, promouvoir la sensibilisation des professionnels, d'où qu'ils soient, éducateurs, CEPIP, juristes, psychologues, avocats, magistrats, et en fait d'accompagner le déploiement en France sur le territoire. Et avec le souci, notamment par la présence de Robert Cario, de ne pas du tout oublier les dom-toms. Guadeloupe, Réunion, Guyane, dont il y a d'ailleurs des traditions très fortes de justice restaurative en groupe là-bas, entre autres. C'était l'ambition, et puis l'équipe s'est un petit peu étoffée de par peut-être quelques partenariats, par un financement modeste mais existant quand même de la part du ministère de la Justice côté victime, côté aide aux victimes du ministère de la Justice. Et aujourd'hui, on est une dizaine sur le territoire français, métropole plus la Réunion et bientôt la Guadeloupe, où il y a des coordinatrices comme moi qui tentons d'accompagner les professionnels que l'on forme à ensuite du coup accompagner les demandes des justiciables, victimes ou auteurs, et du coup on les supervise dans ces processus-là d'accompagnement pour garantir un petit peu la qualité de l'offre justice restaurative qu'on propose aux justiciables. On nourrit un observatoire, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas du tout de recherche sur la justice restaurative et ses bénéfices, ou ses limites aussi, parce qu'il faut pouvoir... ça fait 10 ans maintenant, hein, comme je vais vous le présenter après, on a un droit étoffé, mais une pratique encore à développer. Donc on nourrit un observatoire qu'on fait sur nos fonds propres et finalement totalement bénévolement, où en fait on interroge chaque personne ayant bénéficié d'une mesure du début à la fin, 6 à 8 mois après sa participation. Ça peut-être que Nadia, même si c'est pas ce qu'on avait dit à la base dans la présentation, si tu veux, tu en toucheras un mot. Ou comme ça, on peut voir en fait les effets positifs et les limites de leur participation à une démarche. Et c'est comme ça que tout à l'heure, je pourrais étayer les bénéfices qu'en tirent les personnes. Il y a une distinction entre les attentes qu'ils ont à participer, leurs besoins ou attentes, et les bénéfices qu'ils en tirent. Cette formation, c'est un gros axe de notre travail à l'Institut français pour la justice restaurative. Sensibilisation, comme ça, auprès du grand public. C'est pour ça qu'on a honoré cette invitation. Mais aussi auprès des professionnels, les barreaux, les avocats, les magistrats, etc. Supervision, comme je le disais, des professionnels animant des mesures. Et enfin, du coup, nous animons nous-mêmes lorsque le territoire est un petit peu... malheureusement, faute de convention ou faute de moyens, on tente dans la mesure du possible, nous-mêmes, avec cette petite équipe de 10, c'est pour ça que depuis peu, et notamment depuis le film, avec l'engouement qu'il a suscité, notamment auprès de personnes bénévoles, on a décidé d'ouvrir la possibilité à des personnes bénévoles que nous avons formées et triées sur le volet, en quelque sorte, de pouvoir animer des mesures à nos côtés pour tenter de pouvoir répondre à ces demandes. Voilà pour la présentation d'où je parle. Moi, en tant qu'animatrice de mesures, ancienne animatrice, formatrice, superviseur, et puis l'Institut. Donc maintenant, vous dire un petit peu qu'est-ce que c'est pour qu'on sache qu'on parle la même langue. Cette définition que je vais donner recoupe les principes fondamentaux que l'on retrouve dans tous les textes incitatifs ou réglementaires. Quand je dis incitatifs, c'est des textes qui ne sont pas obligatoires, mais qui promeuvent l'idée. Et quand je dis réglementaire, ça veut dire que les États sont obligés de les appliquer normalement. Je m'explique. Depuis 1998, au niveau onusien, au niveau de l'ONU, les premiers textes sont sortis pour inciter aux pratiques de justice restaurative dans tous les pays membres de l'ONU. Ça a pris le relais, il y a eu la déclaration de Bangkok en 2002, il y a eu plusieurs textes incitatifs pour promouvoir l'idée. Donc il y avait déjà une adhésion, une promotion de ces idées-là, cette idée-là au niveau international, mais on sait le cadre non contraignant de toutes les réglementations onusiennes. Du coup, ce n'était pas suffisant. L'Union européenne a pris le relais avec d'autres textes incitatifs, principes fondamentaux, etc., etc. Il y en a eu plusieurs.
Et le premier texte réglementaire qui a dit, bon, ok, ça fait 10 ans maintenant qu'on vous en parle, essayez maintenant de le faire appliquer, c'était la directive de 2012, qui est une directive européenne. Bref, j'y viens après sur ce texte, mais juste pour dire, en 2012, il a été dit aux États membres de l'Union européenne, il faut pouvoir intégrer dans vos textes l'idée de la justice restaurative et de pouvoir l'offrir aux personnes victimes, donc avec une entrée victime. Suite à quoi, et j'y reviendrai après, Madame Taubira, 2 ans plus tard, s'est appliquée à inscrire ça dans le droit pénal français et à l'ouvrir aux auteurs, aux victimes, aux proches de victimes, aux proches d'auteurs, à la communauté. Donc la définition que je vais donner maintenant recoupe des principes issus de tous ces principes et textes incitatifs. Donc effectivement, la justice restaurative, l'essentiel à retenir, parce que parfois quand on entend des juristes tels que le fondateur, M. Cario, qui est passionnant par ailleurs, hein, ou mon directeur, on ressort en imaginant que c'est un paradigme complémentaire au pénal. C'est le cas, mais finalement, quand on veut en parler à des gens et des potentiels justiciables, il faut retenir que ça offre un espace de dialogue inédit suite à l'infraction qu'on a commis ou subie. Parce qu'ensuite, lorsqu'on passe au procès, si on souhaite faire connaître l'infraction que l'on a commis ou subie à la justice, tout est fait dans le parcours pénal pour opposer ou pour en tout cas distancier les protagonistes, pour protéger la procédure. Et au nom de la protection de la procédure, on distancie, on cloisonne complètement les protagonistes de l'infraction, pour empêcher quelconque contact, quelconque fuite, pour l'investigation premièrement, pour l'instruction, pour l'enquête, etc. Et ensuite, parfois, par mesure de sûreté aussi. Alors que parfois, il y a des choses à dire face à l'insensé qu'on a subi ou commis, parfois, juste après l'infraction, ou parfois 15 ans après, il y a des choses à dire pour retrouver du sens à ce qui a été commis ou subi. Donc, finalement, l'essentiel à retenir de cette justice restaurative, c'est qu'elle offre un espace de dialogue sécurisé et inédit. Pourquoi il est inédit et sécurisé? Inédit, je l'ai un peu dit, juste avant, parce que dans le processus pénal, on fait tout pour écarter, cloisonner. Inédit parce qu'en fait, est sécurisé parce qu'il est volontaire de la part des protagonistes, tant de l'auteur que de la personne victime. Et ça, c'est une des... en France, concrètement, ça signifie que l'auteur ne bénéficie pas de remise de peine s'il participe. La victime ne se voit pas revisiter ses indemnités si elle participe. C'est une participation libre et gratuite. Sécurisé parce que les protagonistes, victimes, auteurs ou proches, sont accompagnés et préparés individuellement par des professionnels formés. Et là, il y a une circulaire dont je parlerai tout à l'heure qui est venue affirmer quels organismes en France pouvaient former et étaient reconnus pour former à l'animation de tiers indépendants formés à la justice restaurative. Il y en a 3. Il y a l'IFJR, ici. Il y a l'ARCA, qui est une petite association un peu plus petite en taille, mais qui est reconnue dans cette circulaire. Il y a Question de justice, et ces 3 organismes intègrent le parcours de formation de ce qu'on appelle l'ENAP, l'école d'administration pénitentiaire, et la protection judiciaire de la jeunesse. Donc je reviens à cet espace de dialogue sécurisé parce qu'il est accompagné, il est libre d'adhésion et volontaire par les personnes. On peut le quitter à tout moment, sans aucun impact sur son parcours pénal. Et ce qui est dit, il est confidentiel. Ça ne sera pas remis, même si c'était en présententiel, c'est-à-dire avant jugement, ou même si c'est après jugement, rien n'est remis au juge, au magistrat. Peut-être le fait de participer, mais rien du contenu de ce qui est dit est remis à quiconque. Ça reste dans l'espace. Donc ça, c'est les 3 leviers très importants de la sécurisation de cet espace de dialogue inédit entre personnes concernées. Et ça, tous les textes y reviennent. Qu'est-ce qu'il offre cet espace? Il permet aux personnes protagonistes de traiter des répercussions engendrées par un délit grave ou un crime. Effectivement, les répercussions parfois en chaîne ne sont pas forcément toutes évoquées dans un procès. On va parfois évoquer les répercussions physiques. On va attendre un des experts pour venir voir si la consolidation de la victime est bien manifeste, mais après on ne va pas voir la perte d'emploi, la séparation avec son épouse, etc. Les répercussions sur les enfants, ça n'est pas l'objet du procès, ça n'est pas l'objet des experts médicaux. Là où en fait c'est un espace où on peut l'évoquer avec ses propres mots dans la justice restaurative, sans diagnostic, sans évaluation.
Au même titre que l'auteur pourra parler des répercussions de ce qu'il a commis. Il ne faut pas oublier, même si c'est très très peu abordé dans je pense, le grand public, le fait que passer à l'acte laisse parfois des traumas. La violence laisse parfois des traumas. Au-delà de ça, donc on parlait des répercussions, des cauchemars, suite au passage à l'acte. Pas pour tous, encore une fois, mais c'est comme pas toutes les victimes non plus ont des répercussions. Ces répercussions-là, mais aussi les répercussions d'incarcération. Privation de liberté, certes, coupure de lien total avec la famille, impossible de retrouver un travail, ne pas pouvoir aller au décès, aux funérailles de ses parents, etc., etc. Les répercussions s'enchaînent. Et là, c'est un espace où on peut le dire. C'est un espace qui donne une place active aux protagonistes de l'infraction, premièrement parce que justement, comme je disais, c'est avec ses propres mots, ses propres émotions, sa temporalité. Normalement, à partir du moment où on dit qu'on peut être intéressé, l'idée, nous, c'est ce qu'on essaye de faire à l'IFJR, c'est de répondre dans un délai relativement raisonnable. C'est pas dans 24 mois, 18 mois, voire même 5 ans ou 10 ans comme les assises, qu'on va répondre à votre demande. Cette demande, elle apparaît maintenant, on va tenter de pouvoir procurer un accompagnement restauratif au moment où le déclic, l'appétit de ça, la curiosité de ça se fait. Place active aussi parce que du coup, il y a deux processus dont je vais vous parler, deux mesures principales et que vous aurez vu dans le film ou que vous avez vu dans le film si vous l'avez déjà vu. Il y a les rencontres de groupe où le protocole est bien dessiné parce qu'on ne peut pas co-construire une temporalité individuelle pour 12 personnes. Mais par contre, la médiation restaurative, on la co-construit avec les personnes. Ça peut durer 6 mois, comme 12 mois, comme 18 mois, être suspendu, avoir 6 entretiens d'un côté, 3 de l'autre. Ça se co-construit avec les personnes, et même en termes de modalités. J'y reviendrai plus tard. Et en cela, du coup, ça constitue une authentique réponse de justice en lien avec la justice pénale qui vient sanctionner, établir une vérité judiciaire. Mais dans la justice restaurative, il y a une vérité des émotions, une dynamique de l'authenticité dans les discours, ce qui est vraiment ce qu'on voit. Et il y a une phrase qui, moi, m'a beaucoup parlé dans le film, ou en tout cas qui a vraiment fait écho avec les personnes victimes que je peux entendre, ou même auteurs. C'est quand on voit Adèle Exarchopoulos, enfin dans son rôle de Chloé, victime d'inceste de la part de son demi-frère, je crois, qui évoque à quel point elle a été interrogée, notamment par les OPJ, les officiers de police judiciaire, de plus en plus formés aux violences sexuelles, mais néanmoins, ils posent des questions tangibles. Ils ne posent pas des questions de... Et elle dit, on m'a jamais demandé qu'en fait les nuits les pires, c'est quand ils ne le venaient pas parce que je ne dormais pas du tout et le lendemain j'étais à la ramasse au cours. Et tout ça, c'est les dimensions, justement, la scène invisible de tout ce qu'on ne peut pas imaginer des répercussions de l'infraction. Ce qu'on lui a demandé, c'était combien de doigts, combien de fois, etc., etc. En fait, tout l'espace du ressenti par ailleurs, ça n'est pas important pour l'enquête, ça n'est pas important pour le procès pénal, pour établir les faits. Dans tous les espaces, en général, jusqu'alors que j'ai accompagné dans les espaces de justice restaurative, ça n'a jamais été évoqué, la précision des faits, les dates, les lieux, etc. Nous, quand même, on le qualifie en tant qu'encadrant au début, on dit qu'on se retrouve autour de ça. On ne dit pas que c'est juste des petits actes, non, c'est autour de crimes sexuels. Mais ensuite, on vient dire les ressentis. Ils viennent dire leurs ressentis par rapport à ça. Et donc, comme je disais, elle s'installe dans la complémentarité avec la justice pénale. Donc, en fait, vraiment, question personne victime, pour les personnes victimes, c'est à présenter comme une autre modalité de réparation. Et c'est comme ça que c'est présenté dans la directive de 2012 de l'Union européenne, et c'est comme ça que c'est présenté dans les textes français, c'est-à-dire il existe l'indemnisation financière, et il existe une autre modalité, c'est la justice restaurative. Et en fait, aujourd'hui, c'est inscrit au même niveau, mais alors je peux en être sûre, enfin je ne sais pas si de près ou de loin vous-même avez connu, j'espère pas trop grave, des situations de victimisation. En fait, on a informé de la possibilité de l'indemnité financière, mais quasiment jamais de la possibilité de la justice restaurative. Donc il y a une acculturation très forte, un gros travail de notre part, mais de tous ceux qui connaissent aussi, à prétendre à ce droit, que les personnes puissent prétendre à ce droit. Et ensuite, voilà, la définition reprend ce que j'ai dit juste avant. Je continue. Donc là, brièvement, même si effectivement je ne vais pas vous faire un cours, je suis moi-même pas juriste, je ne me suis pas présentée, moi j'ai étudié les sciences politiques, je suis ni juriste ni psychologue, je suis arrivée, j'ai une erreur de parcours dans la justice restaurative.
Donc je ne vais pas vous faire un cours de droit, mais juste pour dire que c'est très encadré au niveau législatif, que c'est très justifié. On ne fait pas quelque chose parce qu'on sent que c'est bien, quoi. Ça a été étudié, ça a été validé dans d'autres pays, il y a des retours, et en fait, voilà, tout est encadré pour une incitation à l'information. C'est pour ça que je vous mentionne ces textes, et on n'a pas à s'excuser de le proposer aux personnes, en fait. Aujourd'hui, c'est un peu ça qu'on fait. Excusez-moi de vous déranger, je vous informe qu'il existe, je ne sais pas si je vous dérange. En fait, c'est un droit auquel vous pouvez accéder. Je ne sais pas si vous en avez eu connaissance. Et en fait, on n'a pas à s'excuser d'intervenir dans le parcours des personnes. Si elles ne sont pas intéressées, dont acte. Elles s'en saisiront un jour ou jamais. Mais en fait, on ne s'excuse pas d'informer les gens de leurs droits. Donc, directive Union Européenne, je l'ai dit, la loi Taubira, vous l'avez mentionné, à cela est complétée juste l'année suivante, justement, la nécessité des OPJ, donc normalement, on arrive dans un commissariat, on devrait pouvoir, au niveau du dépôt de plainte, être informé de la justice restaurative. Nous avons fait le nécessaire pour former le ministère de l'Intérieur, vous en doutez bien, ils nous ont répondu qu'ils étaient tous formés. Je pense que c'est une vaste blague, et ça date de 2017. Rien ne nous prouve qu'il y a quelconque information sur la justice restaurative aujourd'hui, et je pense que c'est très lacunaire. Est sortie 3 ans après les premiers textes réglementaires, la circulaire d'application qui mentionne, c'est une sorte de mode d'emploi à destination des magistrats pour voir comment on peut le faire en présententiel, c'est-à-dire avant le procès, comment on peut le faire pendant l'instruction, comment on peut le faire en post-sententiel. Je ne vais pas vous faire une explication de texte, ça serait complètement décalé par rapport à l'objet d'aujourd'hui. Voilà, c'est une sorte de mode d'emploi à destination des professionnels de la justice qui recense quand ça peut se passer et qui donne les modalités qu'il existe. Ils en recensent 5, mais principalement 2 sont appliquées en France, celles que je vous présenterai, et ils recensent les organismes de formation, tels que je l'ai dit tout à l'heure. C'est un peu intervenu pour donner du cadre autour de premières pratiques qui se faisaient de manière non cadrée entre 2014 et 2017. Notamment des avocats honoraires qui, sans formation, en présententiel, ont fait convenir des choses sur des crimes graves. Et du coup, il y a eu quelques débordements, donc cette circulaire est venue dans cette intention-là. Cela a été complété ensuite par des décrets qui sont venus. Donc le décret du 21 décembre 2020, c'est juste du stabilo boss sur la loi qui dit les magistrats, qui que vous soyez, juge d'application des peines, président, juge d'instruction ou procureur, vous avez à informer de l'existence du droit. C'est du stabilo boss, parce qu'on voyait bien que c'était totalement inexistant. Dépêche du garde des Sceaux, je vous recontextualise, il y avait l'affaire de Camille Kouchner à ce moment-là qui révèle des faits d'inceste dans la famille, classement sans suite puisque non-lieu à ce moment-là, et le garde des Sceaux à l'époque c'est Dupond-Moretti qui dit à quel point pour tous ces types de délits et crimes graves qui ne peuvent pas être judiciarisés du fait des classements sans suite et non-lieu de la prescription, on doit pouvoir, et on insiste pour informer les protagonistes de tout ça, de la justice restaurative. Donc encore une fois, c'est du stabilo boss et ouvrir la voie, un boulevard même pour toutes les personnes concernées par des infractions graves qui ne peuvent pas être judiciarisées. Petite, voilà, l'entrée en vigueur dans le CJPM. CJPM, c'est juste le Code justice pénale des mineurs. C'est exactement comme les majeurs, sauf qu'on demande 2 choses de plus, c'est l'accord des représentants légaux et un niveau de discernement supplémentaire. Et le décret de 2021, il ne fait que rendre réglementaire la dépêche du garde des Sceaux du février, donc sur le fait d'absolument informer sur les infractions sexuelles, déjudiciarisées, classées sans suite, etc. J'avance un peu. Non, peut-être préciser dans le cadre légal, du coup, à ce jour, et c'est encore insatisfaisant à mon sens, c'est une pratique qui doit se développer, elle est bouillonnante, mais elle doit aussi être encadrée. À ce jour, il faut quand même que les infractions soient, même si elles ne sont pas traitées par la justice, elles doivent être connues de la justice. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui se tournent vers nous, qui ne veulent pas dénoncer l'inceste, par exemple, dont ils ont été victimes, qui souhaiteraient entamer un dialogue, avoir la reconnaissance des faits en face, etc., mais qui n'ont pas souhaité, par peur de faire exploser la cellule familiale, et on ne peut que le comprendre, passer par le circuit pénal. On ne peut pas, nous, à ce jour, accompagner ça.
parce que ça signifie que peut-être on a un auteur, qu'il y a des conséquences et peut-être plusieurs victimes, et qu'on accepte en fait de faire de la justice douce, des dialogues pour des crimes les plus graves, à partir du moment où c'est souvent des femmes et des enfants victimes, on ouvrirait des espaces de justice douce. Ça ne va pas, c'est littéralement incompréhensible aussi. Néanmoins, on voit bien que c'est quand même une demande qui est très prégnante. Donc pourquoi les forcer à aller dans le champ pénal? Je vous mets les questions qu'on a nous en exergue, parce que je trouve que c'est ça qui rend dynamique aussi un exposé. C'est du coup un sujet en tension actuellement dans les acteurs de la justice restaurative. Est-ce qu'on prend le risque d'accompagner ou pas? C'est pas possible dans le cadre légal. Voilà. De l'autre côté, du côté des faits, même des personnes victimes, il faut avoir reconnaissance principaux de la faute, des principaux faits de la cause. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans la totale responsabilisation, je suis coupable, je m'en veux, etc. Mais j'étais là, j'ai commis. Oh ben ça va, c'est pas si grave, puis au bout de 4 ans, ça va, on passe à autre chose. La minimisation, c'est tout à fait acceptable, mais il faut avoir quelqu'un qui n'est pas dans le déni, toutefois. Et ensuite, il faut être informé et volontaire. C'est quand même assez basique, les prérequis de participation. Tout ce qui est le rôle avec les magistrats, leur contrôle sur la mesure, etc. Ce que je veux juste préciser, je ne vais pas le détailler, c'est que c'est un contrôle sur la forme, normalement. Ils doivent pouvoir dire, ok, l'animatrice a un diplôme, elle est formée, et les personnes sont bel et bien volontaires, ils ont signé un engagement de principe. Normalement, c'est uniquement sur la forme, et pas sur le fond, c'est-à-dire, je pense que c'est bon pour lui et elle d'y aller. Normalement, ils n'ont pas un contrôle d'opportunité. Après, c'est des personnes qui ont souvent un rôle dans leur profession assez vaste, donc il n'empêche qu'on doit beaucoup les sensibiliser à l'idée de dire qu'ils doivent être normalement dans un contrôle uniquement sur la forme. Ça, c'est les deux principales mesures. Le groupe entre auteurs et victimes d'infractions liées par le même type de fait, mais pas par la même infraction, par la même affaire. Je m'explique, il y a des groupes autour de l'inceste, il y a des groupes autour des violences routières, il y a des groupes autour, trop peu à mon avis, il y a des groupes autour des braquages, qu'on va voir dans le film, il y a des groupes autour des violences sexuelles, pas forcément incestuelles, il y a des groupes autour... voilà, nombreuses infractions sont visées. Et la médiation reste... Donc A, c'est les animateurs, c'est toujours accompagné de 2 personnes. V, c'est les victimes. I, c'est les infracteurs. Et les MC, c'est des personnes bénévoles, membres de la communauté, qui, s'ils n'ont un rôle pas très clair pour eux-mêmes et pour les participants au début, finalement incarnent vraiment le lien social, la bienveillance, le soutien, l'accueil inconditionnel tout au long de ce processus, et qui est vraiment ressenti dans l'expérience une fois que les participants, auteurs ou victimes, ont participé du début à la fin de la démarche. Alors qu'au début, vraiment, ils n'y voient pas le sens. Parce que s'ils s'impliquent, c'est pour parler aux victimes ou pour parler aux auteurs. Médiation victime-infracteur, là, ou auteur. Principalement, l'idée, c'est que c'est entre des personnes liées par la même affaire. Comme on voit dans le film aussi, Chloé, jouée par Adèle Exarchopoulos, et son demi-frère. Lorsqu'une personne est en demande de rencontre avec un auteur ou une victime et qu'il ne souhaite pas du tout aller dans le groupe, il est possible de proposer une médiation restaurative anonyme ou indirecte, peu importe le terme, mais ça doit rester à la marge. Ça n'est pas parce que ça, c'est difficile à mettre en place qu'on doit faire un plan B plus facile logistiquement, parce que ça, c'est quand même vraiment plus riche en termes de retours, de réponses, de questions qui peuvent être évoquées. Donc la médiation restaurative anonyme, c'est-à-dire liant des personnes pas liées par la même affaire, doit être vraiment en réponse à une demande précise et ne doit pas être la roue du carrosse pas terrible mais plan B. Je suis claire là-dessus? Une idée brièvement, je vois qu'il est déjà 10h39, des chiffres. Je ne vais pas tout détailler, mais c'est juste pour que vous ayez une idée. On n'a pas encore les chiffres de fin d'année 2024. Bon, certes, on part de chiffres très 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 réduits, vous voyez, entre 0, même pas 25 en 2008, participants, en orange, et nombre de mesures en gris. Donc vous voyez, c'est des chiffres très très réduits en 2017, 19, 20, après il y a eu le confinement aussi. Donc la marge de progression est certaine, hein. Mais néanmoins, on voit quand même, enfin moi j'ai vu l'année dernière, il y a quand même vraiment, de par le film et de par les formations qu'on donne progressivement, un véritable essor. Alors on
parle pas encore de milliers de personnes, hein, mais on parle de centaines par an, là où on était à quelques modestes dizaines il y a quelques années. Et ça, c'est une idée des chiffres en termes d'infractions visées et de publics qui nous sont retournés. Donc vous le voyez en orange et orange foncé, on voit que c'est des personnes concernées par les violences sexuelles, dont l'inceste. Donc c'est là. Ça fait donc 61 personnes, des personnes accompagnées ou sollicitant la GIR qui sont concernées par ça. C'est pas rien. Ensuite, violences intrafamiliales, ça peut être du coup les violences conjugales, etc. Ou violences sur ascendant, violences sur... ensuite, homicide, et féminicide, et autres, ça va être braquage, violence routière, etc. Et il y a eu la première démarche, et d'ailleurs un podcast est sorti récemment, qui s'appelle Onde de choc, vous pouvez le trouver, il est sorti cette semaine, sur la première médiation restaurative pour des faits de terrorisme, un homme ayant perdu sa fille au Bataclan, et un auteur étant parti faire le djihad en Syrie, que j'ai eu l'honneur d'accompagner, m'ont fait confiance en 2022-23. Si vous voulez le retour d'expérience, c'est sorti récemment. Mais c'est l'unique et seul, parce que la France est très frileuse, les institutions sont très frileuses à ce sujet-là, alors qu'il y aura un boulevard de dialogue à avoir là-dessus. Données quantitatives, avant de passer à la parole à Nadia, je voulais faire un petit retour sur... quand on est très peu nombreux, je fais participer les gens, mais vu que vous êtes quand même quelques dizaines, c'est pour voir si vous avez une idée de pourquoi on participe à ça. Les personnes, c'est souvent... comprendre comment on peut en arriver là, comprendre pourquoi moi, parler de l'ampleur des répercussions et qu'ils comprennent ce que ça a fait, contribuer à ce que ça n'arrive plus, que donner du sens en fait à ce qui a été vécu. Et de l'autre côté, alors c'est marrant, on a des personnes victimes qui souhaitent participer pour être reconnues en tant que victimes, et d'autres qui souhaitent sortir du statut de victime. En fait, on a vraiment pléthore de demandes et elles y voient régulièrement ce bénéfice à l'issue de leur participation. Savoir ce qu'il en pense, savoir ce qu'il en a fait de tout ça, vérifier sa sincérité. Ça, c'est plutôt du côté des victimes. Et côté des auteurs, aider les victimes à comprendre le passage à l'acte, apporter des réponses, améliorer l'image de soi, ça c'est très fréquent, ce qui facilite ensuite la réintégration et la réinsertion. Expliquer qui je suis, se définir autrement que comme un monstre. Je vais peut-être avancer un peu là-dessus, on verra si dans les questions ça surgit. Les bénéfices, peut-être, c'est un espace où en fait, on peut se raconter sans tabou ni jugement, qui permet de débloquer la parole, qui permet d'être écouté sans avoir l'impression de lasser, avoir l'occasion de s'expliquer différemment, et un dialogue pour se rencontrer. Ça permet vraiment une compréhension mutuelle, sentiment de ne plus être seul, notamment avec ses pairs, les autres victimes ou avec les autres auteurs, reconnaissance de l'humanité de l'autre, et une dynamique d'entraide peut s'instaurer parfois dans les groupes. Donc c'est un processus réparateur à travers le dialogue, les réponses obtenues au pourquoi et au comment, ou parfois accepter la non-réponse aussi, les réponses données au pourquoi ou au comment, cela permet de renforcer l'estime de soi du côté des auteurs, et le dialogue source d'apaisement. Et c'est un processus restauratif qui favorise les perspectives d'avenir. En effet, on retrouve une force, les vertus de l'empowerment, alors j'aime pas, on n'arrive pas à trouver le mot qu'on trouve en français, agentivité, c'est quand même vraiment pas beau, mais voilà, de redevenir dynamique, en quelque sorte, de retrouver une place, et une place retrouvée au sein de la société, une étape vers la désistance. La désistance, c'est le processus où on sort de la délinquance. Ensuite, je vais passer la parole à Nadia, avant de vous laisser poser des questions peut-être sur notre exposé, parce qu'elle va vous exposer un petit peu le parti pris de la posture qu'on essaye de transmettre aux animateurs qui accompagnent les victimes et les auteurs qui sollicitent des médiations ou des rencontres condamnées victimes. C'est l'approche relationnelle. Elle va vous donner un peu les tenants et les aboutissants. Merci Héloïse. Bonjour à tous. Je m'appelle Nadia Lezévo, je suis bénévole à l'Institut français de la justice restaurative et formée à la médiation relationnelle. Donc, comme Héloïse vous l'a expliqué, la justice restaurative s'inscrit dans un cadre législatif. La justice restaurative s'inscrit aussi dans un cadre méthodologique très normé qui s'appelle la médiation relationnelle ou l'approche relationnelle. Cette approche a été développée par Serge Charbonneau et Catherine Rossi au Québec. Serge Charbonneau était directeur général du réseau Équijustice à Montréal et c'est un médiateur
ayant énormément d'expérience. Et Catherine Rossi est professeure agrégée et chercheuse principale au Centre de recherche appliquée et interdisciplinaire sur les violences intimes, familiales et structurelles au Québec. L'approche relationnelle s'appuie sur 4 principes. L'objectif du dialogue. Je ne vois pas les slides, non mais je suis mieux comme ça de toute façon. L'objectif, c'est le dialogue. L'approche relationnelle en ça se distingue complètement de la médiation traditionnelle. Dans une médiation traditionnelle, on recherche à faire émerger un accord, une solution entre les parties prenantes d'un conflit. La médiation relationnelle, elle, a pour objectif, comme l'a dit Héloïse, de mettre en place un espace de dialogue sécurisé. Cette approche a en effet été conçue pour des programmes de médiation entre victimes et infracteurs. Dans ce contexte de criminologie, le dialogue, la libération de la parole, est en elle-même porteuse d'un chemin réparateur. Ce dialogue peut être direct, des rencontres, il peut être aussi indirect. Ça peut être un échange de lettres, un échange de messages audio, ça peut être de la visioconférence, ça peut être tout ce que les parties pourront juger acceptable et utile. Concernant la méthode utilisée dans l'approche restaurative, c'est aussi le dialogue. En effet, un dialogue sécurisé est possible entre un infracteur et une victime si le médiateur s'est bien assuré d'abord de fournir tous les éléments concernant la méthodologie de la mesure restaurative dans laquelle la personne s'est engagée. Le médiateur doit s'assurer de faire émerger les attentes de la personne qui l'accompagne et doit s'assurer que chaque participant sera en mesure d'entendre les attentes de l'autre. Et tout ça passe par le dialogue. Le troisième principe sur lequel l'approche est basée, c'est, vous l'aurez compris, la préparation des personnes. Faire dialoguer des victimes et des infracteurs dans un espace sécurisé, c'est contre-intuitif. Ça demande donc une préparation très minutieuse et très cadrée. Les participants, donc avant la rencontre, même si elle est indirecte, sont préparés individuellement dans des entretiens individuels que l'on appelle communément ateliers restauratifs ou ateliers de communication. Et l'objectif donc global de ces ateliers est de préparer les personnes au dialogue, à savoir de faire émerger le message à faire passer à l'autre, de s'assurer de comment on va faire passer ce message et de se préparer à comment je vais recevoir la réponse de l'autre. Le quatrième principe sur lequel est basée l'approche relationnelle est la posture du médiateur. Elle est déterminante. Le médiateur doit assumer le rôle d'écoutant et d'accompagnant pour préparer les personnes. Concernant la stratégie relationnelle, ce n'est pas une approche qui est séquentielle et chronologique. C'est en fait une approche qui est cyclique, des cycles de stratégie qui s'auto-alimentent et qui sont interdépendants. Au centre de la stratégie relationnelle, il y a la posture du médiateur, que j'ai rapidement évoquée, qu'on va détailler dans la présentation suivante, dans la page suivante. Il y a les ateliers restauratifs dont j'ai parlé, ces entretiens individuels, au cours desquels le médiateur va utiliser des outils particuliers que sont l'écoute attentive,
l'exploration, la scénarisation. Et puis, il y a le contenu des entretiens restauratifs, les sujets, les thèmes qui seront abordés. Et on regroupe ça sous l'acronyme de MAIS, qui signifie le moi, qui est la personne accompagnée. Moi. A pour l'autre, la personne qu'elle va rencontrer au cours de ce dialogue. I pour les informations qu'elle doit recevoir pour être en sécurité dans ce cadre de la mesure de justice restaurative. Et S, qui est la clé de voûte, qui est sécurité, à savoir quels sont les éléments qui sont à vérifier par le médiateur avec la personne accompagnée pour être sûr qu'elle va s'engager dans un espace de dialogue sécurisé, pour être absolument sûr qu'il n'y aura en aucun cas une revictimisation, par exemple. L'essence de l'approche relationnelle, on l'a évoqué, est la posture du médiateur. Pour tenir son rôle d'écoutant, d'accompagnant, avec un objectif de mettre en place un espace sécurisé, le médiateur, la posture du médiateur se décline selon différents axes. D'abord, il est non-sachant. Il est incompétent sur ce qu'a vécu la personne qui l'accompagne, que ce soit une victime ou un infracteur. Il est incompétent sur les répercussions que cela a. Et il est incompétent sur les attentes qu'ont les personnes, la raison pour laquelle ils viennent s'inscrire dans cette mesure de justice restaurative. C'est les personnes qui savent tout ça. Par ailleurs, le médiateur met son cerveau en mode avion. Donc, il est complètement concentré sur la personne qui lui parle. Il doit déconnecter, se dissocier de son savoir, de ses expériences, de ses valeurs, de qu'est-ce que c'est le bien, le mal, de qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui est constructif. Il est uniquement dans l'écoute. Il est donc en posture de ce qu'on appelle l'accueil inconditionnel. Pourquoi ça? Pourquoi être non-sachant et être en mode avion? C'est en fait pour atteindre le signifié. En linguistique, on dissocie le signifié qui est le fond, le sens profond du message que l'on veut faire passer, de l'émotion que l'on a dans soi, du ressenti, de l'expérience qu'on a vécue. Donc on parle de ce signifié et on parle par ailleurs du signifiant qui sont les mots que tout un chacun va utiliser pour exprimer cette émotion, ce ressenti. Or, en fonction de son éducation, en fonction de sa culture, en fonction de ses émotions, on va utiliser des mots différents pour un même ressenti. Une personne qui peut ressentir un malaise va pouvoir parler de peur, une autre de vertige, une autre de... je ne sais comment elle va s'exprimer. Donc le médiateur doit toujours garder en tête, avoir conscience qu'il a accès aux signifiants, aux mots, et qu'il doit donc toujours être extrêmement attentif à toutes les nuances, à poser des questions ouvertes pour atteindre au plus près le signifié. Cela conduit le médiateur à être ce que l'on appelle pluripartial. En fait, le médiateur étant dans une posture d'accueil inconditionnel va recevoir la partialité de la personne qui lui parle. S'il est en entretien,
un atelier restauratif avec l'infracteur qui va lui parler de ce qui s'est passé, de ce qu'il a ressenti, des répercussions pour lui. Le médiateur, avec cette posture précédemment citée, ne pourra que accepter la partialité qui lui est présentée. Quand ce même médiateur accompagne des victimes en parallèle pour les préparer tous les deux au dialogue, il va entendre la victime et être en accueil inconditionnel vis-à-vis de la victime. Donc il va partager la partialité de la victime. Donc le médiateur doit apprendre à accepter ces différentes partialités. Il doit donc être en posture d'accueil, d'écoute, d'être attentif, d'être bienveillant en toute sincérité vis-à-vis de la victime comme de l'infracteur. Pour parvenir à faire émerger ce signifié, au-delà du signifiant, au-delà des mots, le médiateur doit être non suggestif dans les questions qu'il peut poser et non directif. Il doit donc poser des questions ouvertes. Il doit éviter autant faire se peut des pourquoi, des est-ce que, parce que ce type de questions contiennent fréquemment une partie de la réponse que l'on attend. Il ne doit pas reformuler, il ne doit pas, avec ses propres mots, exprimer ce qu'il a compris. Ce qu'il peut faire, c'est faire ce qu'on appelle un écho, donc reprendre un mot de la personne pour l'inciter à ce qu'elle reparte et qu'elle réapprofondisse le sujet. Les décisions doivent être collégiales, et ça c'est extrêmement important. Une décision de finalement convenir qu'il vaut mieux que le dialogue ne se fasse pas, ou qu'il vaut mieux que le dialogue se fasse en distanciel. Ça ne peut être en aucun cas le médiateur qui décide ça. Là, c'est la personne qui a demandé à s'inscrire dans cette mesure, qu'il soit infracteur ou qu'il soit victime, qui doit être acteur de tout ce qui se passe pendant la mesure. C'est pour elle que la mesure a été mise en place, donc elle doit prendre la décision en toute collégialité avec le médiateur. Et puis le dernier point, la transparence, vous l'avez compris, pour que la parole puisse se libérer, pour que la personne accompagnée puisse se sentir en confiance, il faut que le médiateur ait une posture complètement transparente. La dernière chose que je vais commenter, c'est si la posture du médiateur, dont on vient de parler à l'instant, est l'essence de l'approche relationnelle, la préparation des personnes, vous l'aurez compris, est au cœur de l'approche relationnelle. Cette préparation s'effectue au cours des ateliers restauratifs, qu'on appelle aussi les ateliers de communication. La préparation des personnes est la clé pour obtenir le dialogue dans ce contexte si spécifique où les parties prenantes sont liées par une infraction. La stratégie préparatoire est donc basée sur deux choses, le dialogue et les techniques que le médiateur va utiliser pendant les ateliers restauratifs. Concernant le dialogue, je l'ai évoqué tout à l'heure, pour qu'il y ait dialogue, il faut d'abord qu'il y ait un discours. Pour cela, il faut arriver à clarifier sa pensée et à faire émerger le discours, le message à passer. Ensuite, il faut avoir conscience que l'on va l'adresser à quelqu'un. Donc, il faut utiliser les mots et la manière qui va permettre à l'autre d'entendre. Par ailleurs, quand on parle de dialogue, il faut se préparer à recevoir la réponse de l'autre. Et là, donc, ces trois étapes, c'est le dialogue en permanence. On n'est pas dans de l'approche restaurative. Mais quand
on est dans un cadre de justice restaurative, vous comprendrez que ces 3 étapes de dialogue entre un infracteur et une victime comportent des enjeux considérables. Ce sont des personnes qui sont a priori les plus opposées. Il faut donc que la personne, qu'elle soit victime ou infracteur, soit préparée à livrer son discours devant une personne dont il sait qu'il ne contrôle pas la réaction, et que cet interlocuteur va en retour lui livrer un discours avec lequel il va falloir qu'il compose. C'est donc tout l'enjeu de la préparation, et c'est présenté sur ce schéma où on a de part et d'autre de ce grand ravin, on ne voit pas les personnages, mais de part et d'autre de ce grand ravin, l'infracteur et la victime, et donc la préparation qui a pour but de faire en sorte qu'au milieu, les personnes vont pouvoir dialoguer de façon directe ou indirecte. Et donc, quelle technique le médiateur va-t-il utiliser? Il va d'abord être en écoute attentive, c'est-à-dire qu'il va être pleinement présent vis-à-vis de la personne qui l'accompagne, de la personne qui parle. Et il va prêter une attention très particulière sur les nuances, sur les détails, parce qu'il sait qu'il entend des signifiants et qu'il essaye de bien comprendre quel est le signifié. Ensuite, il y a l'exploration, où le médiateur va proposer à la personne de prendre le temps pour explorer en détail ce qu'elle a vécu, les répercussions de l'infraction, de mettre des mots sur les ressentis. Cette exploration est faite pour la personne elle-même. Elle va ensuite décider du message qu'elle portera vis-à-vis de l'autre. Et la troisième technique, qui est un moment important dans les ateliers restauratifs, dans les ateliers de communication, c'est la scénarisation. Le médiateur va amener la personne à visualiser ce qui va se passer quand elle va rentrer dans la pièce. Est-ce qu'elle va tendre la main à sa victime ou à son infracteur? Comment est-ce qu'elle veut qu'on l'appelle? On l'aide à se visualiser sur ce qui va se passer. Comment va-t-elle verbaliser? Qu'est-ce qu'elle veut dire, justement? En visualisant comment elle va le dire à son infracteur ou à sa victime. Et on va l'aider à se projeter par anticipation dans cette rencontre. Parce que, encore une fois, l'objectif premier de la justice restaurative est de mettre en place un espace de dialogue sécurisé. Et pour cela, il faut que toutes les situations possibles soient anticipées et déminées. Et si, quand vous dites ceci, l'interlocuteur réagit comme cela? Et si on vous dit cela, comment est-ce que vous allez réagir? Pour que quand la personne est en présence, ou de façon indirecte, elle puisse avoir déjà envisagé toutes ces possibilités. C'est ce qui va faire qu'elle va se sentir en sécurité. Merci à vous. Bien. Oui, bien sûr. Merci à toutes les deux. Alors, nous allons pouvoir commencer maintenant la seconde partie de cette rencontre. Et comme ça avait été annoncé, n'est-ce pas, je peux demander donc aux représentants de l'association Dialogue 80 alors de venir. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas de chaise pour vous. Bien. Pardon? Oui, venir présenter au moins votre... Et puis après, nous pourrons engager le débat. Je crois qu'il y a beaucoup de questions. Moi-même, j'ai quelques questions à poser. Bien. Voilà. Oui, vous mettez là, que ça soit une place.
Bonsoir. Oui. Voilà, tu peux vous asseoir sur la scène, tenez voici 2 micros si vous voulez. Voilà. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous acceptez d'être filmé? Bien sûr, oui. Alors, juste pour commencer, nous intervenons vraiment en dehors du champ pénal. Vraiment en dehors. Donc, on est une association qui existe depuis à peu près 2 ans. On était dans un premier temps un collectif et depuis février, nous sommes constitués en tant qu'association. On s'est retrouvés après avoir vu le film. Ça a été l'élément déclencheur suite à la très forte émotion que le film a déclenchée chez chacune d'entre nous. On s'est dit on ne peut pas se quitter comme ça, il faut absolument qu'on fasse vivre cet esprit-là à Amiens. On a très vite compris que la justice restaurative était réservée au champ pénal et que n'étant pas des professionnels du champ pénal, on n'aurait pas notre place à cet endroit-là. Et on a eu la chance de rencontrer une formatrice, Catherine Bonin, qui propose en fait une méthode qui est directement inspirée de l'esprit de la justice restaurative et qui permet, dans l'esprit donc de la JR, avec un grand souci qui est accordé à la sécurité, à la confidentialité, au volontariat et à la préservation et à réunir les conditions pour promouvoir le dialogue. Donc, toute situation de conflit en fait, peut être abordée par les pratiques restauratives. Donc ça peut être un conflit dans une famille, à l'école, au travail, avec un voisin, voilà, encore une fois, en dehors complètement du champ pénal. Mais il faut dire que la formation qu'on a eue, elle a été vraiment inspirée. Moi, je revoyais dans tout ce que vous avez dit, bon, ça a été inspiré par Charbonneau, mais c'est exactement, j'ai retrouvé les mêmes termes, la méthodologie, c'est exactement la même formation, on va dire, sauf qu'on n'intervient pas, voilà, on intervient uniquement en dehors du pénal, parce qu'on n'est pas agréé. Oui, puis c'est pas notre intention, c'est pas l'endroit où nous sommes, nous. Voilà. Et donc on intervient bénévolement, on se forme, on est vraiment en expérimentation et en formation. On intervient à titre bénévole pour des personnes qui pourraient se tourner vers nous pour un besoin de dialogue et de médiation. Par exemple, ce week-end, on a organisé un cercle restauratif théâtralisé pour une personne qui travaille dans un collège et qui avait besoin d'y voir plus clair sur une situation de violence à laquelle elle est confrontée en tant que prof principale. Voilà, donc on a essayé de contribuer à notre manière à pouvoir l'aider à aborder cette situation à laquelle elle est confrontée. On a été également sollicité par une association et là on avait fait des médiations en binôme. Voilà la situation, voilà ce qu'on voulait vous exposer de l'association. Après, on est toujours apprenante, hein. C'est pour ça que la rémunération pour nous, c'est pas important, mais c'est pas gratuit non plus. Donc il y a soit un échange de services ou alors un prix libre. Voilà, après voilà, on va, juste pour être rapide, on va vous déposer des flyers, des fiches de contact. On a une prochaine réunion qui est le 20 juin, qui est ouverte largement. Si vous souhaitez. Ah, c'est le 12 juin par contre. le 12 juin. Pardon, à partir de 18h au Corso. Qui est le bar qui se situe sous l'hôtel Ibis, juste derrière la Tour Perret. Voilà. Et nos réunions sont toujours ouvertes, vous serez les bienvenus. Et puis récemment, on a accueilli Agnès Laine, qui a un autre parcours. Voilà, je lui passe la parole. Alors, je vais juste aussi déposer une dernière chose, c'est une grille. Si vous êtes intéressé par des informations, vous pouvez laisser vos coordonnées, votre mail, votre téléphone, enfin le mail surtout. Comme ça, on vous enverra les informations et nos rendez-vous et les dates de réunion. Comment ? Oui, on a un groupe Facebook et on a aussi une page sur LinkedIn. Donc, je vous y invite.
Bonjour à tous. Alors moi c'est un autre parcours, j'ai découvert Dialogue 80 la semaine dernière, donc on ne peut pas dire que je suis adhérente, ça y est, depuis 3 jours. J'ai fait partie du cercle restauratif avec l'association, une très bonne expérience et je suis ravie d'avoir intégré ce groupe récemment. Moi je suis formée IFJR, j'ai été formée par Robert Cario notamment sur des formats cercle de soutien et responsabilité et rencontre condamnées victimes, détenues victimes. Donc ça, je me suis formée sur l'île et j'avais la volonté de poursuivre mes actions sur le département de la Somme. Mais voilà, bon, il y a les difficultés qui sont liées aussi au format de l'univers carcéral de la Somme qui est plutôt sur des courtes peines. Donc c'est un petit peu compliqué de mettre en place le format aujourd'hui de l'IFJR, mais j'en reparlerai avec Héloïse Scalbut à l'occasion. Et aujourd'hui, je suis en relation avec la directrice du SPIP de la Somme. On n'a pas eu le temps d'échanger avant, donc on en reparlera après. Mais où elle cherche actuellement des bénévoles à former pour d'autres formats de justice restaurative, et notamment, elle cherche aujourd'hui 12 bénévoles pour essayer d'accompagner des détenus. Alors SPIP, pardon, service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Somme, qui est situé à côté de la prison d'Amiens. Et donc voilà, elle cherche des bénévoles, donc je suis là aussi pour vous en parler, parce que c'est le bon endroit, je pense. Voilà. Merci. Vous pouvez rester là. Si vous voulez participer au débat, il y aura peut-être des questions qui vous concerneront. Voilà. Merci. Bien, comme annoncé, donc maintenant, la parole est dans la salle. Je pose des questions. Sur la première question posée. Bon, je vais en poser une, alors voilà, ça sera le premier. Ah bon, il y en a une là-bas, c'est très bien. Bonjour. L'acoustique est bonne, je crois, mais... Je pense que c'est une question où il y a une multiplicité de réponses. Je voudrais juste peut-être apporter une nuance, c'est que encore il y a un mois, lors de rencontres avec la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, et une délégation canadienne qui était venue, du coup avec ceux qui ont écrit ce... Ah, ça a été coupé J'avais bien quelque chose. Ce serait super si on pouvait le remettre, parce que j'ai éventuellement d'autres petits trucs à partager. Merci. Et donc en fait, il y a quand même, je pense, ils nous le disent régulièrement, notamment les Québécois, il ne faut pas idéaliser la manière dont la justice restaurative est développée là-bas. Parce que finalement ils sont encore fréquemment à devoir sensibiliser les professionnels, les magistrats, à continuer à leur orienter des personnes, etc. Alors la culture, le bouche à oreille a fait que peut-être plus de gens s'en saisissent, parce que c'est des services qui ont été créés aussi de manière plus ancienne. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a des services là-bas. On n'est pas obligé d'aller si loin. Allons en Belgique. Effectivement, c'est un plus petit pays qui a bien plus. Ils ont, je crois, ne serait-ce que sur une province, ils ont 1000 demandes de médiation restaurative, là où on n'est même pas sur 1000 sur tout le territoire français. Mais parce qu'il y a un organisme identifié, les premières lois et les premières... un magistrat doit justifier pourquoi il n'oriente pas vers de la justice restaurative. Ça change quand même la donne. Là où aujourd'hui, c'est moi qui vais voir, moi et mes collègues et tout le monde, qui allons voir les magistrats en disant: est-ce que vous vous souvenez que vous devez informer de la justice restaurative? De toute façon, c'est complémentaire en pénal, donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse là-dedans? En fait, c'est une information qu'il faudrait donner comme accès au droit. Donc il y a quand même l'écosystème judiciaire qui s'en empare pas en France. Là où il y en a qui s'en emparent plus, notamment nos voisins. Néanmoins, les Belges et les Québécois nous redisent que ce travail de formation et de sensibilisation est constant. Même 20 ans après, ils doivent se refaire réidentifier, expliquer le pourquoi du comment, expliquer, et que jamais ça sera un boulevard. Donc premièrement, et effectivement, j'avais assisté au congrès d'Equijustice
pas cette année, mais je crois que l'année d'avant, ils avaient sorti des chiffres sur le nombre de mesures par an, et on n'avait pas à rougir non plus de quelques centaines de mesures par an, alors que certes, il n'y a pas... c'est moins densément peuplé le Canada, c'est un territoire plus étendu, mais il y a quand même de quoi faire. Et voilà, donc il y a... Je pense que c'est erroné de dire c'est vraiment la cata en France, ça se développe assez compliqué, ça c'est certain. Il y a une résistance de l'écosystème judiciaire, c'est certain, je m'y heurte tous les jours. Après, si on regarde l'Espagne, l'Italie, la Grèce, l'Allemagne, pour le moment c'est zéro. Hein. Enfin, ouais, alors qu'ils sont aussi membres de l'Union européenne et qui sont sous la même directive. Enfin, c'est zéro. L'Espagne a fait quelques mesures entre terroristes de l'ETA et des personnes victimes, mais ça se compte aussi malheureusement sur les doigts d'une main. D'ailleurs, quelque chose en a été fait. Il y a les mêmes efforts. En fait, c'est des gens vraiment pétris et convaincus qui portent ça. Donc, je crois que les gens qui ont participé à ça en ont fait une pièce de théâtre qui est devenue un film, Los ojos del otro, les yeux de l'autre, et c'est devenu un film. Donc, voilà, il y a des choses, mais on est finalement le fait que ça parle beaucoup quand même à certaines professionnels, des bénévoles. Bah, ça développe culturellement la chose, mais on a une résistance de l'écosystème judiciaire parce qu'on est à côté. Et pour autant, on leur demande de valider. Donc il y a aussi une ambivalence dans le cadre légal même. Je sais pas s'il y aurait plein d'autres raisons, hein, mais une faute de moyens, il faut quand même préciser la faute de moyens aussi. Oui, des questions. Oui, là-bas. Oui. Bonjour. Vous avez le micro. Si vous m'entendez. Ouais. Donc Marianne, je suis aussi dans l'équipe de Dialogue. Et du coup, en fait, moi pour le pénal, j'avais identifié qu'il y avait un acteur à la base, l'IFJR. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a aussi comme entrée l'ARCA et France Victime. Et du coup, je me demandais comment est-ce que vous travaillez ensemble pour justement donner de la clarté au système pénal, si vous arrivez... Enfin voilà. Et bien nous expliquer la différence entre les trois et votre complémentarité en fait. Voilà. C'est une question pas grand public ça. C'est une question d'initié on va dire. Comment on travaille ensemble? Mal. France Victime quand même et l'IFJR sont partenaires de la formation puisque quand on est issu de l'aide aux victimes, on peut s'inscrire auprès de France Victime et les acteurs pédagogiques sur le contenu et l'évaluation, ça va être nous, en lien avec d'ailleurs l'ENAP, partenaire de formation. Avec l'ARCA, petit à petit, alors je pense qu'historiquement, il y a une guéguerre personnelle entre les fondateurs. Que nous ne... C'est quoi l'ARCA L'ARCA, c'est Association de recherche criminelle appliquée. C'est une association qui est basée à Tours, avec un psychologue. C'est plus une orientation aussi, si je dis pas de bêtises, thérapeutique, mais qui fait et criminologique, mais qui fait du restauratif. Ils sont un petit peu plus petits, je crois, en termes de professionnels, et ils sont aussi sur d'autres sujets, hein, la réalité virtuelle, etc. Mais ils sont un acteur référencé dans la circulaire, ils sont pourvoyeurs de formation, donc ils peuvent former les professionnels ou les bénévoles qui souhaitent se former. C'est un acteur qui est moins étalé sur le territoire. L'idée, moi, j'essaye à ma modeste échelle, de me dire qu'il faut qu'on travaille dans les orientations mutuelles, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, s'il y a une personne qui me contacte à Pau, c'est le siège de l'IFJR, à Tours ou dans la région, vu que nous, on n'a personne, l'idée, c'est que je ne vais pas faire de la rétention. Ça, c'est ma manière de voir. Après, je pense qu'il y a des historiques de personnes qui font qu'il y a une sorte de défiance mutuelle, parce que je pense que si l'entrée a été un petit peu différente, il y a quand même des valeurs assez communes dans l'esprit de la justice restaurative. Donc France Victime, c'est une fédération d'associations d'aide aux victimes, donc ils sont partenaires avec nous. L'ARCA, si on veut le dire d'une manière un peu triviale, mais en même temps qui est un peu vraie dans un monde institutionnel et capitaliste, finalement c'est nos concurrents, parce qu'en fait on obtient le porte-monnaie de subvention, c'est le même, hein, c'est le ministère de la Justice. Mais moi je pense qu'au service des justiciables, il faut tenter de travailler dans de la mutualisation ou au moins de la reconnaissance mutuelle. Après, je crois que l'une comme l'autre de ces associations, l'IFJR, pour entre guillemets ma paroisse comme l'ARCA, est travaillée par des tensions personnelles. Oui. Là, on devrait faire du dialogue.
Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais peut-être... Alors, pour avoir été formée par l'IFJR et avoir eu la présentation ARCA dans le cadre des bénévoles sur Amiens, j'ai aussi compris qu'en fait, vous ne travaillez pas de la même façon. Et par exemple, sur un territoire comme Amiens, où on n'a pas forcément des délits longue peine, des centres pénitentiaires longue peine, l'ARCA est un peu plus souple sur le formalisme et peut un peu plus facilement s'adapter à des courtes peines. Mais après, je peux me tromper et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, en fait. Ça, moi, je le partage. Enfin, je pense que moi, les territoires que j'accompagne, où il y a des formations issues des deux écoles, moi, j'amène les professionnels à travailler sur un partage d'approches. Et après, il faut choisir un protocole, je pense quand même. Après, moi, on m'avait dit que les rencontres condamnées-victimes, donc la version groupe, c'était pas possible en maison d'arrêt. J'en ai mis une en place en maison d'arrêt. On m'a dit que c'était pas possible moi-même, donc ça, je peux en parler, avec les difficultés que ça avait. Hein. L'histoire de l'auteur qui sort en cours de processus dans le film et qui re-rentre, c'était dans une session que j'avais animée. On m'avait dit que c'était pas possible dans les services d'accompagnement à la sortie. À Montpellier, ça a été le cas. Donc en fait, le protocole, il y a ce qu'on en dit, et aussi trouver les acteurs dynamiques sur le territoire qui permettent de le faire. Moi, je pense que c'est possible, puisque j'ai vu des endroits où ça se faisait. Après, il faut travailler avec 3 personnes motivées, et on y va, et on convainc. Et je pense que le protocole porte ses fruits aujourd'hui. En tout cas, le protocole, celui qui est costaud, hein, vraiment à mettre en place, c'est les rencontres de groupe. 3-4 auteurs, 3-4 victimes, des membres de la communauté, des animateurs, tout le monde est volontaire. Il faut s'assurer qu'ils viennent quasiment en fait pendant 6 mois, donc 5 rencontres, 3 entretiens avant, une rencontre 2 mois plus tard. C'est costaud hein, d'un point de vue de quelqu'un qui essaye de se réinsérer, qui essaye de trouver du boulot. Mais alors c'est tellement bénéfique au final du final. Donc moi j'ai envie de dire de la souplesse, oui, tant qu'on ne dénature pas l'offre qu'on propose. Après la médiation restaurative, donc l'autre processus, lui est de par sa nature tout à fait dans la co-construction, donc est extrêmement souple. Et en ça, je pense qu'il n'y a pas tant de divergence avec l'ARCA. Ça va plus être une approche, une divergence sur la posture du professionnel. Mais et encore, je pense qu'il y a plein de points communs que nous ignorons. Oui. Je vois qu'il y a des questions. J'ai le micro, là, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Je voulais savoir si cette demande de justice restauratrice elle est plus fréquente de la part des victimes que des infracteurs. Et quand l'infracteur ou la victime ne veut pas répondre à une demande, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir un endroit qui nous montre que spécifiquement, c'est plus les victimes qui demandent ou plus les auteurs. Ce qu'on a vu, c'est que, par exemple, nous, on n'a pas le pied dans la détention, nous, IFJR, association. Donc on va recevoir parfois des demandes de personnes victimes. Nous, on a une liste d'attente sur l'Île-de-France de personnes victimes qui, depuis le film, depuis les reportages, nous entendent, nous identifient, viennent à nous. Donc on a une liste d'attente. Nous, on n'a pas le pied en détention, on travaille en partenariat avec l'administration pénitentiaire. Par contre, sur un territoire, si on a un professionnel, par exemple le 77, qui est très identifié justice restaurative et qui va toutes les semaines quasiment dans cette détention, on a une liste d'auteurs. Donc en fait, pour le moment, c'est vraiment l'accès à l'information qui va permettre de générer des attentes, en fait. Là où je peux le dire que c'est plus compliqué, mais encore, je pense pas que ça résonne en termes de pas d'intérêt. Quand on met en place une rencontre condamné-victime, donc en milieu ouvert où les auteurs sont condamnés, mais peuvent retrouver un travail, etc., ils font face à un tel millefeuille administratif que ça rend parfois leur adhésion et leur implication au processus complexe. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressés, mais se dégager autant de temps, etc., se déplacer parfois sur 2 heures, etc. Mais après, voilà, nous on travaille, il n'y a que malheureusement l'antenne nord-ouest, faute de financement, qui n'est pas accompagnée par les FJR, et ce qu'on remonte, c'est qu'il y a autant de demandes de victimes que d'auteurs lorsque l'information est donnée correctement. Ensuite, il y a une demande qui émerge
on porte la demande, l'autre n'est pas volontaire, évidemment les deux doivent être volontaires. Donc lorsque c'est le cas, on propose à la personne de basculer vers une rencontre condamnée et victime. Il y avait une question, là, je crois. Oui, il y en a plusieurs. Je voulais juste faire un petit commentaire en lien avec votre question. Je fais des entretiens, comme l'expliquait Héloïse, dans le cadre de notre étude nationale à l'IFGR. Donc en fait, je fais des entretiens avec des personnes qui ont fait tout le processus pour savoir comment ils l'ont vécu, quels bénéfices ils ont eu, etc. Et ce qui m'a frappée, c'est que je ne voyais pas une énorme différence entre un infracteur et une victime sur la façon dont ils l'ont vécu, sur ce qui a été important pour eux. J'ai été extrêmement surprise par ça. Oui, bonsoir. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est plus je vais dire un témoignage. Voilà, je suis visiteuse à la maison d'arrêt d'Amiens et vice-présidente de l'ANVP, l'Association nationale des visiteurs de personnes sous main de justice. Donc voilà, justice restaurative, on connaît. On a de nombreux visiteurs qui ont été formés voilà, par vous, à la demande du SPIP il y a quelques années, je pense maintenant. Ça ne s'est jamais mis en place, en fait, sur Amiens. Donc, pour des raisons structurelles et tout. C'est vrai que là, le SPIP est reparti sur la mise en place du parrainage de désistance. Voilà, tout à fait. Ce que je voulais dire aussi, c'est vrai que quand nous, on rencontre les détenus, alors pour la maison d'arrêt d'Amiens, en fait, c'est quelque chose... c'est une maison d'arrêt, on est bien d'accord, mais qui ne connaissent absolument pas. C'est-à-dire que jamais, à un moment donné, on leur a parlé de la justice restaurative. Et même sur des détenus qui sont là, parce qu'on sait que voilà, on est dans le mythe de 18 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans, à aucun moment, à un moment donné, c'est arrivé dans leur parcours. Par contre, on sait que ça se passe très bien dans d'autres régions de France où la justice restaurative est très bien installée. Et où ça... Donc ça dépend aussi énormément des personnes, du territoire, des chefs d'établissement. Voilà, il y a quand même tout un contexte. Je suis complètement d'accord. Voilà. Une question derrière. Oui, j'ai une question. Parce que là, la justice restaurative, c'est au niveau pénal. Et tout ce qui est au niveau civil, et en particulier, je pense au niveau du harcèlement, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut aider? Parce que la victime, tout comme le harceleur, sont aussi peut-être besoin de la victime pour dépasser son harcèlement, et le harceleur pour, je dirais, éviter qu'il recommence à terme. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est équivalent ou qui a été envisagé? Ouais. Juste pour dire, du coup, le harcèlement, c'est une infraction pénale. Néanmoins, Toutefois, le professionnel qui accueille une demande de harcèlement et une demande de justice restaurative n'est pas dans le devoir de le dénoncer. Là où, quand on apprend un délit grave ou un crime, la nécessité de le faire. Donc du coup, il peut très bien être décidé, tel que du coup l'association Dialogue 80 ici, en accord avec la personne, de ne pas judiciariser ça et de l'accompagner dans une approche restaurative. Oui, c'est une possibilité. Vous m'entendez? À l'école, il existe aussi un dispositif qui s'appelle le dispositif phare. C'est un programme d'accompagnement et de lutte contre le harcèlement à l'école. Voilà, ça c'est au niveau académique. C'est une possibilité, en fait. Toute personne a le droit de se saisir du dispositif phare au niveau de l'académie. Nous, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, on a mis en place un cercle restauratif théâtralisé pour répondre à une problématique de harcèlement, de cyberharcèlement. Voilà. Donc c'est une possibilité. Mais il y a peu d'acteurs, en fait, qui accompagnent effectivement ces questions-là. Peut-être aussi. Moi, pour compléter un peu ça, moi je suis enseignante et je suis dans dialogue, donc dans l'approche restaurative.
appliquer ça au sein de mes classes, lors de mes classes, pour justement sortir de ces sanctions sortir de ces sanctions du tout punition à l'intérieur des collèges, faire rentrer davantage de dialogue. Alors pour l'instant, je cherche, j'explore. Ici, dimanche, on a fait le cercle restauratif, on essaie de voir comment ça fonctionne, mais c'est plein d'exploration aussi. Peut-être pour vous, je sais que la Fédération des établissements scolaires des publics innovants, qui est des établissements de l'éducation nationale, cette fédération-là, récemment, cette année-là, a invité différents acteurs de la justice restaurative pour justement s'ouvrir vers ça et essayer de promouvoir ça. Et il y a des établissements, alors moi je connais un peu plus dans le 93, même si l'éducation nationale, du coup, déjà qu'on a tout à déployer dans le champ pénal et il y a du boulot, donc on n'y va pas. Mais je pense que ça a tout son intérêt. Il y a des directeurs d'établissements qui ont commencé à former eux-mêmes leur équipe d'une manière hyper volontariste et qui ont diminué par, je sais pas ce qu'il disait, par 10 les exclusions, etc. Ça, c'est Max Chung Ming, du coup, qui est CPE à Nantes, qui a écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle Violence et justice restaurative à l'école. On a du coup lu dans le collectif Dialogue et c'est super son livre parce que du coup, il faut défricher, quoi. Il faut expérimenter, il faut oser faire des pas de côté, investir tous les professionnels, chacun sa part en fait dans la justice, enfin dans les pratiques restauratives, et on ne peut pas le faire seul en fait. Et c'est un super livre aussi pour cette question du harcèlement. C'était pas lui, mais c'était quelqu'un qui inspirait, formé par lui. Mais c'était quelqu'un du 93 que j'avais entendu, mais du coup ça commence à s'enraciner un petit peu. Ouais. Et du coup j'avais une question aussi parce que, en tout cas on se rend compte qu'il y a plein de dispositifs comme Delphine le citait et même l'IFJR et ils s'auto-inspirent en fait, ils s'auto-nourrissent on va dire. Et je me posais la question comment vous accompagnez l'IFJR, ceux qui sortent de prison et qui du coup sortent du cadre pénal. Est-ce que vous faisiez des liens aussi avec des associations peut-être Sortir de prison n'est pas sortir du cadre pénal, puisqu'en fait il y a beaucoup de suivi en milieu ouvert, même la plupart en fait. Donc en fait on accompagne ces personnes-là. Et puis puisque la circulaire parle d'auteur et de victime, auteur, la définition c'est reconnaît les faits, judiciarisé, enfin ça a été judiciarisé, connu par la justice, c'est traité, classé, entre guillemets, en fait on les accompagne. Après, ce qui est très ironique, c'est que ceux que nous formons, ceux qui ont du budget pour ça, les services pénitentiaires d'insertion et de probation, nous ont dit récemment que eux, dès que le suivi s'arrêtait, ils arrêtaient la mesure de justice restaurative. Alors que c'est décorrélé, c'est marqué partout. Mais nous, en fait, c'est pas un sujet. C'est un sujet financier plutôt. Parce qu'il n'y a pas de budget, mais par contre, par principe, ils souhaitent participer, ils continuent, on accompagne. Et une des personnes que je vais probablement accompagner dans des deuxièmes situations de terrorisme n'est plus suivie actuellement, la personne auteur. Donc plus suivie du tout, c'est-à-dire tout a été purgé, tout administrativement c'est fini. Donc c'est pas du tout un sujet. Ce qui est un sujet de tension, c'est quand il y a une infraction qui n'est pas connue de la justice. Qu'est-ce qu'on fait avec une infraction grave, un crime? On est normalement dans l'obligation de dénoncer, donc voilà. J'ai pas bien compris en fait ce truc-là. Le sujet de quelqu'un qui n'est plus suivi, ça c'est pas un sujet. Par contre, comme je disais, le sujet de tension, c'est si quelqu'un s'adresse à nous, qui a vécu dans sa vérité, dans son récit, une infraction, un crime, et qu'en fait ça n'a pas été porté à la connaissance de la justice, du tout, il n'y a même pas de classement, il n'y a même pas la personne n'est pas décédée, l'auteur, ça rend compliqué, parce que finalement on apprend que c'est un PPDA, finalement en fait il n'y a pas une victime, il y en a 35. Donc est-ce que finalement on accepte de faire des petits dialogues sympathiques avec ça, avec ces situations-là? Quand l'auteur est décédé, donc ça ne comporte plus de risque pour la société, moi j'oriente vers les groupes sans exiger qu'il y ait une lettre au procureur, etc. parce qu'il n'y a plus l'aspect de danger. Ouais, parce que le petit n'est pas sanctionné, quoi. Il a pas de conscience. Mais il est mort. Ah non, pardon, mais dans le cas du vivant. Oui.
pouvez poser votre question, madame. Oui, déjà je vous remercie beaucoup de cet exposé. Il a été très clair et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Je suis déjà allée voir, mais en tant que le film, je l'ai déjà vu, mais je vais retourner le voir. Par contre, ce que je n'ai pas bien compris, c'est comment agissent les associations. Qu'est-ce que, quand on est bénévole, qu'on n'est pas du tout dans ce milieu, qu'on n'a pas travaillé dans ce milieu, qu'on ne connaît pas grand-chose, comment on agit, comment, voilà, comment ça se passe dans des... Alors après, ça j'ai pas trop bien compris. Et puis après, bon, il y a eu quand même un côté un petit peu vraiment professionnel pour certaines, où j'ai un peu lâché prise parce que c'était des abréviations, que je comprenais, j'ai pas bien compris, hein, des abréviations d'associations, là, comme vous aviez parlé. Là, j'ai un peu lâché prise. Voilà. Et par rapport donc à ces associations, je n'ai pas non plus bien compris l'action, quelle action vous menez, comment vous la menez. Votre déroulement, les lieux, le public, voilà, c'est des choses que j'ai pas compris. Quand on a vu le film, comme je l'ai raconté tout à l'heure, en fait, on s'est retrouvés à quelques personnes spectatrices du film, à la sortie du film, et on s'est dit, on ne peut pas se quitter comme ça, on a envie de faire vivre l'esprit de la justice restaurative ensemble à Amiens. Ça a vraiment commencé comme ça, l'histoire. Et là, très modestement, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On s'est posé exactement la même question que vous. Et on s'est dit, déjà, on va se renseigner, on va se former. Alors, ok, le champ pénal, on ne peut pas, on va se former auprès de qui? Donc, il y a une formatrice qui s'inspire en fait directement de la philosophie des pratiques restauratives, qui est venue nous former à Amiens. Voilà, c'est Catherine Bonin. On a eu 3 week-ends l'année dernière de formation. Très souvent, on est entre nous et on se supervise en fait. Et puis ce qu'on propose, alors à notre échelle, hein, on l'a pu le proposer à des amis, dans la famille, dans des situations de travail, on propose en fait d'utiliser cette méthode de l'approche restaurative pour dialoguer autour d'une situation conflictuelle. Voilà, donc on se réunit tous les 15 jours à peu près, comme je vous le disais, au Corso, là, sous l'Ibis, à Amiens. Donc vous pouvez nous rejoindre et on avance ensemble en fait. On co-construit ça ensemble. C'est vraiment un travail participatif de co-construction. On continue à se former. On est en pleine exploration en fait. C'est un champ d'apprentissage pour nous. Voilà, donc c'est très souple. Chacun peut arriver avec des propositions de lecture, de podcasts, de champs d'intervention. Voilà, l'objectif c'est de faire vivre ça, que ce soit vivant en fait à l'échelle d'un territoire. Vous rencontrez des victimes, vous rencontrez des personnes pour dialoguer, mais parce que la communication c'est quelque chose d'excessivement difficile. Les mots, l'intonation, donc là si vous avez... comment ça se passe? Donc on a été formés voilà, à ce mode avion, cette écoute attentive, cette multipartialité, et on a repris exactement les mêmes items en fait qui ont été développés et que vous avez pu lire. Voilà, donc on s'est formé sur 3 sessions et puis on continue à pratiquer. Quand on le fait, c'est des entretiens en général d'1h30. On essaie vraiment de se mettre dans cette écoute attentive, bienveillante, neutre, en hyper disponibilité. Et les victimes, ça peut être effectivement les personnes qui se sont adressées à nous, ça peut être un conflit au travail, voilà, donc victime d'une injustice au travail ou victime d'un conflit dans une famille. Toutes les situations sont possibles, on est ouvert à toute situation qui peut venir à nous à partir du moment où elle n'a pas été portée à la connaissance de la justice. En fait aussi, pour préciser, donc Dialogue 80, ça s'est inspiré à partir du travail de l'association Dialogue qui est née du coup dans le Tarn avec Catherine Bonin, la formatrice, qui du coup voulait rendre... Donc il y a deux associations finalement, il y a Dialogue 80 là, qui est en train
de se construire sur Amiens. Il y a Dialogue National qui était déjà existant. Et en fait, l'objectif, c'était à la base de Dialogue National qui est né dans le Tarn, c'était de rendre accessibles les pratiques restauratives à tous dans le même esprit que la justice restaurative. Et donc du coup, il y a des partenariats par exemple avec l'UDAF, où du coup l'objectif c'était de travailler avec les familles qui rencontraient des situations de violence, de harcèlement. Après, c'était aussi des partenariats avec le département. Et du coup, sur Amiens, c'est un peu la même démarche. C'est à la fois déjà se former à toutes les approches, c'est-à-dire l'approche de Catherine Bonin, mais aussi pourquoi pas de Marc Chongming et de Monsieur Verdier, qui travaillent plus spécifiquement avec les écoles. Ça peut être aussi de se former avec, pas Equijustice, mais enfin si c'est Equijustice, Question de justice, pardon, ou l'approche de Dominique Bartner. Il y a plein de manières. En fait, ce qui nous intéresse, c'est face à la violence, comment est-ce que la société est outillée pour se reconstruire et surtout pour transformer aussi nos modes de vie. Donc du coup, ça se passe aussi bien à nos petites échelles qu'à la grande échelle. Et donc du coup, il y a deux axes. Se former, continuer à se former, faire connaître, parce que du coup, la même chose que vous, si on n'est pas connu, personne ne fait appel à nous non plus. Et il y a aussi, du coup, pratiquer et proposer un service, mais ça c'est du coup construction. Vas-y. Je vais donner un exemple concret qu'actuellement je travaille. Je travaille avec une jeune personne qui, d'emblée, elle a demandé notre intervention. L'objectif pour elle, c'était une médiation. Donc, on a fait plusieurs entretiens. Et aujourd'hui, on va faire les entretiens avec la personne avec laquelle elle veut faire une médiation. Donc c'est une personne qui est venue vers nous et qui a souhaité... elle avait une problématique avec cette personne. Et on essaye de creuser, d'explorer, tout ce que, en fait, vous venez d'entendre là. C'est vraiment les mêmes entretiens, quasiment. Donc, voilà. Et on va commencer les entretiens avec l'autre personne. Merci. D'autres questions? Oui. Je vois. Attendez. On va vous donner le micro. Il arrive, madame. Les deux. Il y a un jugement, à la fin du jugement, on dit toujours qu'il y a un aspect cathartique pour la victime. Ce travail de justice restaurative, est-ce qu'il est plus important? Est-ce qu'on a des données là-dessus pour la victime dans le travail de réparation vis-à-vis de ce qu'elle a ressenti, subi, et dans un certain sens, moins pour les délinquants, est-ce que dans certains délinquants qui prennent mieux leur peine vis-à-vis de ce qu'ils ont fait, ce qui peut être très très grave, puisque sur le pénal, c'est quand même pas anodin. Est-ce que vous avez des données là-dessus? En tout cas, ce qui ressort des entretiens issus de l'observatoire, donc elle a donné son expérience à l'échelle de quoi, je crois, 4 entretiens que tu as pu mener, mais c'est maintenant plusieurs, je crois, sur 2024, une petite centaine de participants qui a accepté de répondre à cet entretien semi-directif et anonyme sur ce que ça a apporté. Et du coup, du point de vue des personnes victimes, déjà ce que je veux bien dire, moi, c'est que autant je suis convaincue de l'idée de devoir annoncer, proposer ça à tout le monde, auteur comme victime, comme proche, autant je suis persuadée qu'il y a multiples voies de cheminement pour la réparation, etc. Et que le je mets sous le tapis ou je fais de la JR ou c'est aussi valable parce que je sens vraiment qu'on n'est pas expert des cheminements de chacun. Et donc vraiment, si autant je suis convaincue que c'est nécessaire, toi, si tu as besoin de te réparer en le droit à l'oubli, on va dire, et ben c'est ça. J'abonde vraiment dans cette idée-là qu'il y a 1000 manières de tenter de se reconstruire. Donc vraiment, c'est pas pour toutes, en fait. Mais aujourd'hui, celles qui se tournent vers nous, oui, il faut les accompagner. Et aujourd'hui, ce qui ressort, en tout cas, du processus de groupe, c'est effectivement, comme vous dites, le mot de cathartique est ressorti, notamment pour les groupes en termes de violence sexuelle, peut-être de manière plus forte
que pour les groupes autour des homicides, des vols avec violence, des violences routières, etc. Où le temps, la préparation étant, on se prépare, mais finalement les dialogues arrivent, les rencontres plénières arrivent, où on entend les discours, on entend les postures, on perçoit les autres, le non-verbal, le verbal, tout ce qui se dit, et ça peut effectivement faire rejaillir des choses compliquées, et ça c'est bien ça qu'on prépare aussi dans les entretiens de préparation, et d'ailleurs c'est pas un critère légal, mais ça fait partie du protocole que nous on essaye de diffuser partout, c'est que toute personne qui participe à de la justice restaurative, auteur comme victime, et qui n'a pas par ailleurs de thérapeute personnel, de psychologue personnel, doit pouvoir avoir des entretiens, soutien psychologique gratuit, le temps de la participation à la mesure. Parce qu'on sait que le temps de la participation à la mesure, ça peut perturber le sommeil, l'appétit, les émotions, pour in fine un apaisement au-delà. Et maintenant c'est vérifié. Maintenant on a quand même plus en 2017 on le disait un petit peu au doigt mouillé, quoi. Enfin, en faisant confiance au Québec. Et du coup, on nous disait apprentis sorciers, machin, tout ça, ils avaient pas tort. On disait, bah, juste là-bas, ça a l'air de marcher, vu qu'on est des humains comme eux, peut-être qu'on peut essayer. Maintenant, on a quand même vraiment des retours qui nous montrent que donc on peut traverser une période plus difficile, notamment autour des violences sexuelles, c'est pas tourner la page, mais c'est apaiser. Et pour les auteurs, vous parliez de prise de conscience plus aiguë, etc. En fait, juste aussi pour compléter par rapport aux victimes, on peut se rendre compte que souvent, s'il y a peine et qu'on va dire la sanction est lourde, elles peuvent ressentir temporairement une sorte de satisfaction. J'ai mal, il aura mal. Mais on se rencontre, et je vous invite à aller voir le premier documentaire de Chloé-Henri Biabot, les documentaristes qui sont là. Elles ont tourné un documentaire qui s'appelle Une autre justice, sur la justice restaurative, ou l'essai de justice restaurative aux États-Unis. On voit bien une mère de famille qui a perdu sa fille dans un accident routier parce que l'alcool au volant. Et elle dit, en fait, pendant quelques semaines, j'étais satisfaite qu'il ait pris 2 fois 20 ans. Et après quelques mois, je me suis dit, mais c'est peine sur peine, en fait. Moi, je suis malheureuse à mourir. Et l'autre, il avait 20 ans, il a pris pour 40, il ressort à 60 ans. Mais en fait, tout va mal, quoi. Et en fait, elle est allée voir le procureur. Elle a fait des démarches pour dire, en fait, ça va pas. Elle allait le rencontrer, elle a initié ses démarches. Je vais pas vous raconter tout le film. Et en fait, ça peut avoir une vertu temporaire, cette lourdeur de la sanction, mais qui ne fera pas sens, en fait. Sauf pour peut-être certaines. Et donc, il faut autre chose. Et sur l'aspect des auteurs et de la prise de conscience, là, je vous parle d'expériences vécues, pour avoir, autour des braquages, vols avec violence, oh, ça va, c'était de l'argent, puis au final, au bout de 5 ans, pourquoi elle s'en remet pas? Il y a les assurances, enfin voilà, c'est une caisse. Certes, elle était dans la voiture, je l'ai mise à terre, mais voilà, elle a été en arrêt maladie, les indemnités, c'est bon, elle peut partir en voyage, oubliez. Des discours qui paraissent un peu légers, mais qui sont réels. En plus, ils s'entretiennent avec ces discours-là en détention, pour accepter l'image de soi, etc. La minimisation, c'est plus facile de s'en accommoder. Et lorsqu'ils arrivent et qu'ils entendent qu'en fait, à l'issue de ça, il ne pouvait pas retourner chez lui, cette victime, qui est d'ailleurs un homme, qui n'est pas qu'une pauvre petite femme éplorée, qui est un homme, et qui finalement, il ne pouvait pas rentrer chez lui, donc il s'est payé des nuits à l'hôtel, et finalement, aujourd'hui, il est dans un processus d'endettement, parce qu'il n'a pas pu payer ses nuits à l'hôtel, et qu'en fait, ça a fait que sa femme l'a quitté, etc., etc. Ils sont là genre... ok, je tombe du ravin. Je n'avais pas imaginé une seule seconde ça. Ou qu'ils en viennent ensemble à discuter de... Mais l'indemnité, moi, tous les mois, elle me tape mon compte en banque, alors que même avec mon pauvre travail en détention, je gagne rien. Je peux même pas continuer. Alors quoi, cette indemnité, en fait, c'est un boulet au pied. Et la victime en face qui dit... Mais moi, j'ai pas à me plaindre du processus pénal, j'étais hyper bien accompagnée, etc. J'ai même une indemnité de 50 000. Tu veux que je fasse quoi avec? Je vais aller aux Philippines? En fait, je peux plus bouger ma jambe, je peux plus rien faire. Donc en fait, à chaque fois que je regarde mon compte, c'est d'ailleurs un compte précis, indemnité, c'est nommé, et ben je suis là, et je fais rien. Et donc en fait, tous ils échangent. Et dans un groupe, ça va émerger, dans un autre groupe, ça va pas être le sujet. Il faut accepter ça. Mais en tout cas, on refait du sens sur des incompréhensions comme ça, et donc moi j'ai eu... À minima, oui, l'apaisement, la prise de conscience, la compréhension mutuelle, et finalement du commun dans ce qu'on pensait être opposé, notamment des trajectoires de souffrance, etc., qui refait commune humanité à la fin. Il me semble que dans le film, il y a le cas d'Abel l'arraché.
Il y a un vol à l'arraché du point de vue des personnes qui victimes. effectivement crée un traumatisme qui paraît disproportionné, mais qui est vécu, qui est le... Voilà, madame, vous souhaitez poser une question? Oui, ben vous... Bonsoir, merci beaucoup. Vous avez répondu en partie, justement, moi j'insistais, enfin je vous entendais, notamment j'entendais aussi Dialogue 80 en me disant quand même le traumatisme, la blessure, quand il y a réparation, c'est qu'il y a blessure aussi, la question de la culpabilité chez les auteurs, si des auteurs ou des autrices d'ailleurs n'ont pas accès à la culpabilité au départ, c'est bien parce qu'elles se protègent, hein, ou quand vous disiez être vu autrement que par un monstre. Et j'allais vous poser la question du suivi psy et de l'accompagnement, parce que j'imagine que ces situations de médiation sont extrêmement fortes, chargées affectivement, et une fois que ça se termine, qu'est-ce qui se passe quand on accède à sa propre culpabilité et qu'on se rend compte c'est pas rien, il ne faut peut-être pas laisser la personne seule, effectivement, et donc je vous remercie de répondre en disant qu'il y a accès, enfin que vous veillez à ce qu'il y ait un suivi psychologique ensuite. Je ne sais pas si vous faites la même chose à Dialogue 80, je vous entendais là parler des médiations, et voilà, c'est pas rien de travailler le trauma et les blessures des personnes, quoi, hein, c'est pas juste une petite démarche de parole, quoi, on est sur du fond et du sensible. Voilà, donc je vous remercie de bien avoir précisé ça, c'est très important, oui. Je pense. Une question? Oui, je vois qu'il y en a. Oui, madame, vous souhaitez pas? Allez-y. Vous n'avez pas compris la parole. Merci. Merci. C'était plus un témoignage qu'une question, en fait, et pour faire écho à votre question, monsieur, et puis aussi peut-être à votre témoignage sur la formation à Amiens. Il y a quelques années, il y a effectivement eu une convention sur le tribunal d'Amiens pour déployer la justice restaurative. Et effectivement, il y a eu quelques mesures qui ont pu se mettre en place. Alors moi, je dirigeais à l'époque un service de la protection judiciaire de la jeunesse. Et il y a eu de belles expériences de justice restaurative. Et notamment, vous parliez de prise de conscience. Au-delà de prise de conscience, c'est parfois aussi le développement de nouvelles compétences, de compétences qui pouvaient paraître insoupçonnées. Chez certains jeunes, donc adolescents, délinquants, et qui, pour donner un exemple, se préoccupaient, dans le cadre de préparation de rencontres condamnées victimes, de qui allait entourer leurs victimes, en fait, voyez, donc des choses qui pouvaient paraître complètement inattendues de la part d'auteurs qui montraient très peu d'empathie à l'origine. Donc il y a vraiment ce développement de compétences, mais surtout sur quoi je voulais revenir, c'est vous évoquiez le fait d'avoir pu avoir bénéficié de formations, notamment il y a des membres de la communauté qui avaient pu être formés, et on voit bien à quel point c'est fragile, et je voulais rebondir sur ce que vous disiez, c'est-à-dire la nécessité de communiquer tout le temps, et ce que je trouverais formidable, on est quelques dizaines, c'est que finalement on puisse aussi être ambassadeur des bienfaits de la justice restaurative, de pouvoir communiquer autour des pratiques restauratives, au-delà du cadre judiciaire, effectivement, dans le cadre professionnel, familial, scolaire, de tout ce qui peut être développé et de chacun à notre niveau pouvoir repartir au moins ce soir avec cette envie de communiquer autour de nous, puisque c'est aussi comme ça que peuvent vivre les pratiques et la justice restaurative. Donc je suis plutôt optimiste, malgré les difficultés, et notamment pour notre territoire. Oui, une question sera la dernière, puisque vous savez qu'après, il faut laisser un certain temps avant le film pour aller retirer des billes. Je voulais juste faire un constat. Oui, très bien. Je voulais juste faire un constat par rapport aux tribunaux, puisque j'y vais régulièrement et il n'y a pas de publicité. Il n'y a pas de communication autour de la justice restaurative. J'en ai échangé avec certains juges qui connaissent, mais en tout cas, c'est pas proposé. Par exemple, la juge aux applications des peines, moi, j'accompagne des sorties ou des personnes condamnées. À aucun moment, jamais, en tout cas pour l'instant, ça n'a été proposé. Donc je voulais voir, est-ce qu'il y a une communication de prévue? Il y a même sur Amiens, il y a depuis 2019, convention, adresse structurelle créée, numéro créé, site web créé. Il y a des personnes issues de la PJJ, de la Prémise, de l'aide aux victimes, une procureure qui a été complètement... qui est sur d'autres fonctions. Tout a été créé, ils ont fait des efforts réels pour tenter de faire connaître. Je ne sais plus comment remédier à ce millefeuille. Il y avait
plein de documentation sur l'intranet justice qui permet de passer des vidéos. Moi, j'ai passé des extraits de vidéos à mettre dans la maison d'arrêt. Je ne sais que faire à Amiens entre problèmes d'information, des professionnels qui n'ont pas reçu assez d'orientation, donc leur budget et leur temps dédié sont désormais squeezés et on peut comprendre les financeurs. Je sais plus quoi faire. Excusez-moi, moi je suis moins optimiste. Je pense que c'est cyclique. Je pense qu'il faut s'inspirer de territoires qui ont connu. Je pense qu'il y a vraiment aussi une histoire d'alignement des astres dans un niveau qui est quand même dans un secteur qui est relativement précaire. Hein. Enfin, c'est complètement précaire même. Il faut des volontés à certains postes. Là, la procureure qui dirigeait ce groupe, ce COPIL, ce comité de pilotage, est désormais à d'autres fonctions parce que les magistrats changent. Le programme est tombé en berne. Je voulais rencontrer une professionnelle qui était issue de ce groupe, qu'on a tous formés, je les connais, voilà, ils sont mutés ou ailleurs, ou ils ont pas reçu donc plus de temps dédié. Voilà, je sais pas comment, excusez-moi, redresser le constat assez négatif là tout de suite, peut-être par le visionnage du film, ça sera ça qui le permettra justement. De vous inviter aussi à aller voir ce film. C'est un territoire pas beaucoup plus grand que la Somme, hein, que Amiens. Ça se passe à Joux-la-Ville, Auxerre, donc vous voyez, c'est pas Paris, c'est pas Marseille, c'est la même densité de population, voire moins. Ils en sont à leur 5e rencontre condamnés détenus victimes, 4e au centre de détention, donc c'est pas rien pour un territoire de cette taille-là. Il y a quelques petites dizaines de médiations restauratives. Donc c'est une histoire de trouver les bonnes personnes, d'alignement des astres. Je ne désespère pas, c'est pas le moment apparemment encore pour Amiens, enfin peut-être à voir, voilà. Oui, alors une dernière question, puisqu'il faut que nous quittions à 8h, à 20h. Je vais essayer de la poser. Voilà, alors ce que j'aimerais savoir, c'est quand vous êtes en milieu carcéral, quel accueil recevez-vous? Je ne dis pas de l'administration, hein, je dis bien des personnels de l'administration pénitentiaire. Est-ce que de leur côté il y a une formation? Est-ce qu'ils sont juste là pour vous ouvrir et fermer les portes? Vous parlez des surveillants ou des... Oui, les surveillants ou les directeurs, hein, parce que chefs d'établissement. Oui, voilà. Mais essentiellement les surveillants, est-ce que de leur côté il y a une... Est-ce qu'ils ont reçu l'information? Est-ce qu'ils peuvent avoir un rôle aussi à jouer dans les prisons, sachant qu'on est bien d'accord que l'état actuel des prisons ne favorise pas forcément les dialogues? Tout à fait. Merci. Peut-être juste pour répondre simplement, je pense qu'évidemment quand ils sont associés, ça se passe mieux. Je pense que c'est pas naturel leur intérêt pour la justice restaurative ou spontanée. Mais c'est pas forcément, ils sont pas forcément indifférents non plus. Ils sont pas indifférents, mais pour vous donner un exemple, notamment, donc il y a eu plusieurs sessions dans cet endroit-là. C'est un centre de détention. La première était en milieu ouvert, les 3 en milieu ouvert, les 3 suivantes en milieu fermé. La dernière qui a été filmée était dans l'espace famille, juste à l'extérieur de la détention. Donc c'est quand même des personnes détenues qui doivent être escortées, donc ça prend du temps pour les surveillants, blablabla. Donc c'était la 5e session. Une fois qu'ils ont vu ce documentaire qui est sorti le 30 avril, là, ils ont dit « Ah, d'accord, oh, c'est pas mal en fait !» Mais du coup, moi, je suis déjà intervenue, mais 10 fois, non, mais des dizaines de fois auprès de... Mais vous savez, la mutation aussi dans ce secteur-là fait beaucoup. Du coup, tu formes une équipe, ensuite, voilà, faut constamment, mais donc pour répondre simplement et de manière assez brève, s'ils y sont associés, ça se passe mieux. Quand ils veulent pas, ils savent très très bien mettre des bâtons dans les roues et ça peut effectivement faire péricliter un programme. On l'a vécu aussi. Ils ne font pas venir les détenus qui ont des invitations aux entretiens, ils ne transfèrent pas les lettres. Donc on arrive à notre journée d'entretien, on n'a personne. Donc ils sont une variable éminemment importante. Voilà. Associés rapidement dans la réunion. Nous allons devoir clore cette rencontre, puisqu'il y a bien sûr, je crois que nous avons été convaincus tous de l'importance de la justice restaurative et je remercie aussi l'association Dialogue 80 d'avoir accepté, proposé et d'être venu, voyez bien. Voilà, donc je précise aussi que la prochaine rencontre, ce n'est pas la dernière de cette saison, la prochaine rencontre de l'Université populaire aura lieu le 18 juin.
et c'est la droitisation française, mythe et réalité, avec Vincent Tibergi, qui est un politiste qui a écrit, c'est le titre du livre qu'il a écrit. Et